Salut à tous les banques de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui est un podcast avec Kitty, notre spécialiste addicto tabac. Et là aujourd'hui on va surtout parler de tabac. Donc dans un premier temps, je vais laisser Kitty se présenter parce que pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore sur les réseaux sociaux, alors je vais beaucoup la taquiner là-dessus. Elle déteste ça. Vous allez voir, elle a vraiment beaucoup avancé sur les réseaux, mais surtout, elle a continué, elle a se former. Ça, c'est vraiment cool sur plein de petites choses. Et elle fait des choses intéressantes, notamment en prison. On parlera de tout ça. Je trouve que c'est vraiment passionnant. Donc, présente-toi. Qui es-tu? Je suis Katie, je suis diététicienne de formation. Ouais. Et il y a 10 ans, j'en avais un peu marre de la diététique. Je suis retournée à la fac et j'ai fait mon diplôme interuniversitaire de tabacologie. Et puis, tout de suite, j'ai trouvé du boulot dans la tabaco. Très vite, du coup, je me suis rapprochée de l'hypnose, forcément. Cette question est arrivée et c'est là où j'ai commencé à me former à l'hypnose. Et puis, il y a 3 ans, je suis retournée de nouveau à la fac pour faire mon diplôme universitaire d'addictologue, car de toute façon, j'étais tout le temps confrontée à la problématique du cannabis avec le tabac. Et donc, je me suis dit, tant qu'à faire, je fais toutes les addictions. Et voilà, donc maintenant, je travaille à 50% dans une asso qui fait de la prévention dans tous les domaines, c'est-à-dire la prévention, aussi tout ce qui est bonne alimentation. Donc là, on est plutôt dans de l'éducation à la santé. Ouais. Et on travaille généralement avec les populations qui sont plutôt justement en situation, c'est-à-dire avec les jeunes. Soit j'interviens dans le milieu carcéral, voilà, pour tous les types, c'est-à-dire aussi bien addiction que vie sexuelle et affective, etc. Et on travaille beaucoup sur le développement des compétences psychosociales, gestion du stress, gestion des émotions, parce que maintenant, on sait que c'est ce qu'il y a de mieux pour justement faire de la prévention des addictions. Et de l'autre côté, je travaille à mon compte, donc je fais de la consultation pour l'assurance maladie, sevrage tabac, cannabis. Je fais de la consultation dans des cabinets médicaux qui ont besoin de tabaco. Et je travaille donc pour la mission interministérielle des luttes contre les addictions, pour faire de la prévention sur les réseaux sociaux. Ça me fait bien rire parce que bien sûr, je fais la pitre sur TikTok et Instagram sur voilà, la prévention des addictions. Faut bien voir qu'à la base, c'est quelqu'un qui est hyper en retenue. Alors après, quand on la connaît, elle se lâche, mais c'est quelqu'un qui est discret. Et ce qui est super drôle, c'est de la voir faire des TikTok et utiliser toutes les tendances pour permettre aux jeunes et aux moins jeunes, mais là, en l'occurrence, sur TikTok, c'est quand même un réseau un peu plus jeune, au moins de s'accrocher parce qu'elle va reprendre les sons actuels des tendances, elle va faire les délires actuels des tendances, mais elle va toujours l'orienter pour captiver l'intérêt et donner une information intéressante. Et ça, je trouve que c'est super bien utilisé. C'est difficile, je pense, parce que par nature, elle n'est pas trop à s'exposer. Donc, la plupart du temps, c'est assez drôle de la voir faire des trucs où tu te dis, là, elle fait un effort de ouf pour faire ça, alors qu'il y aurait certainement plein de femmes ou plein de jeunes qui seraient hyper contents de faire ça sur les réseaux, être reconnus, avoir des suiveurs, des followers, etc. Mais là, pas du tout. Alors, c'est assez amusant de voir cette mission qu'elle a, où maintenant, ça fait quoi? Ça fait un an et demi que tu l'as fait? Ça fait 1 an et demi, ça fera 2 ans au mois de février que j'ai commencé à faire ça. Et derrière, se dire, bon, ouais, mais c'est pas. Alors, c'est tout l'antithèse du kiff des réseaux sociaux. C'est-à-dire que s'il y a bien dans notre groupe de potes, on a un groupe de potes en général qu'on connaît depuis pas mal d'années, on n'est pas trop réseaux sociaux. À la limite, c'est moi qui suis le plus parce que je partage beaucoup de vidéos. Mais il n'y a pas de. Bon, déjà, on n'a pas le même âge que les jeunes de TikTok, etc. Mais il y a un vrai plus. Et là-dessus, je trouve que c'est génial, c'est que tu arrives à vraiment exploiter, utiliser les choses pour que ce soit
toujours interactif, ludique, et tu les motives. Alors, elle s'amuse à faire des petites danses quand certaines personnes lui disent « Ah, bah, ça fait tant de temps que j'ai arrêté de fumer ». Elle met en avant beaucoup le stroke positif. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Et tout le temps en train de dire « C'est bien, bravo, continuez, c'est pas grave si t'as foiré, etc. » Pas du tout dans la critique qu'on pourrait parfois avoir un peu l'impression avec tout ce qui est prévention. On a souvent l'impression que la prévention, c'est quelque chose où on tape sur les doigts avant même que quelque chose soit fait et on va montrer des images qui font peur, on va un peu critiquer un comportement en sachant très bien qu'il y a de la bienveillance derrière, mais ce que je trouve cool dans ta démarche, c'est que tu as un côté qui est hyper bravo pour ce que vous faites, avancez, continuez, partagez vos succès aux autres, etc. Et ça, c'est vraiment un gros plus parce que c'est vrai qu'on a tendance d'être toujours à dire non, mais arrachez-vous un petit peu, bouge-toi le cul et puis bon, bah ouais, non, mais là, pourquoi t'as craqué quoi? Ouais, c'est bon, ça faisait 6 mois que t'avais arrêté, pourquoi t'as repris une clope? Je trouve que cette notion-là, c'est toi qui a décidé de le mettre en place, ce côté de je fais une petite danse, je valide, je donne beaucoup de strokes positifs, ou est-ce que c'est une direction qu'on t'avait proposée ou partagée? Non, c'est moi qui l'ai fait toute seule parce que, en fait, quand j'ai commencé donc sur TikTok, Instagram, c'est venu après. Tu vois, si je me suis dit, si je commence à parler santé, les jeunes, ils en ont rien à carrer de la santé, ça ne les. En fait, ils ne se projettent pas dans l'avenir. Leur dire, tu vas te choper un cancer du poumon à 60 ans, ils s'en foutent, ils sont pas, ils sont dans l'instant présent. Donc, il faut raisonner sur dans l'instant présent, qu'est-ce que je veux? Il faut présenter du truc cool qui te donne envie, en fait, des trucs appétitifs qui te donnent envie de faire. Et justement, on voit bien que déjà dans le système scolaire, parfois, ils peuvent être découragés en ayant des mauvaises notes, des choses comme ça. Je suis pas là pour leur dire, ah bah non, t'as en plus foiré ça, bah non, c'est pas possible. Moi, je suis plutôt du style, bah vas-y, c'est génial, continue, ouais, il te reste encore 5 clopes, mais t'es parti de 20, c'est super déjà, et continue. Et puis quand ils foirent, j'essaye de leur dire, mais attends, quand t'as appris à faire du vélo, t'es tombé du vélo. C'est pas pour autant qu'aujourd'hui, tu sais pas faire du vélo. Donc, tu vas y arriver. Analyse plutôt qu'est-ce qui t'a fait rechuter. C'est plutôt ça la démarche intelligente que de ressasser, ouais, je suis nulle, nanana. Que ça sert à rien. C'est plutôt concentrons-nous pour que ça ne se reproduise pas. Et donc, je suis partie sur cette optique-là en me disant, moi, j'ai pas envie d'un truc chiant. Alors, ça m'arrive quelquefois de faire des vidéos un peu avec quelqu'un qui a une trachéo, mais c'est quand même quelque chose de très rare. Alors, c'est vrai que c'est des choses qui font le buzz. Dès que tu fais ça buzz tout de suite. Mais on sait très bien que de toute façon, faire peur, c'est un élément de motivation qui marche sur du court terme, parce que tu as fait flipper quelqu'un. Mais en fait, il n'a pas forcément envie d'arrêter parce que c'est pas des motivations profondes. Donc, dans le temps, ça va pas durer. Donc, faire peur, bon, je le fais de temps en temps, mais c'est quand même quelque chose que j'aime pas faire, en fait. On va revenir là-dessus, là. Juste, je recadre parce qu'on en a parlé la dernière fois. Tu as un DU d'addicto, donc s'il y avait certaines personnes qui sont médecins, addictologues, qui disent ah, mais non, mais elle n'est pas médecin. Non, elle ne se dit pas être médecin. C'est important. Elle a bien expliqué, elle est diététicienne. Elle a après un DU qui lui donne le droit de mentionner le mot d'être addictologue. Donc, c'est aussi important parce que nous, malheureusement, dans notre secteur hypnose et ENCO, on a des personnes qui vont se dire être spécialistes en addiction, mais qui n'ont même pas de formation en addicto spécifique. Ils n'ont pas passé spécifiquement de DU. Bon, on peut même aller plus loin. Maintenant qu'il y a un DU d'hypnose, on est plein à ne pas l'avoir. Moi, le premier, je n'ai pas de DU d'hypnose. Mais je trouve que c'est quand même bien d'avoir cette certification, voilà, c'est même un diplôme, et une reconnaissance. Tu as trouvé que les études étaient intéressantes en addicto? Ton DU, tu l'as trouvé intéressant ou tu t'es dit, bon, j'aurais pu capter ça dans des bouquins ou j'aurais pu… Alors, j'ai trouvé le DU de tabaco hyper intéressant parce que pendant 1 an, vraiment, on fait de la tabaco à fond, à fond. Le DU d'addicto, j'ai trouvé qu'on survolait tout. Et donc, du coup, j'ai l'impression d'avoir vu tout superficiellement. Parce que, en gros, chaque journée, c'est un thème différent. Alors oui, parce que les thérapies comportementales, je veux dire que si tu sais les faire pour le cannabis, tu sauras les faire pour aussi une autre addiction, peu importe. Mais j'ai trouvé qu'on allait très vite parce qu'on se rend compte que tu as une montagne de choses à apprendre.
Et moi, c'est ce qui m'a manqué. Je pense qu'une formation en 1 an, c'est un peu court. J'aurais préféré peut-être faire plus longtemps pour approfondir les choses. L'outil majoritairement utilisé, c'est thérapie cognitive comportementale, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. De toute façon, il y a plein de traitements, il y a plein d'addictions où il n'y a pas de traitement de substitution. Par Mhm. exemple, la cocaïne, il n'y a pas de traitement de substitution. Alors, on peut mettre, justement, les médecins peuvent mettre des benzos, des choses comme ça pour calmer un petit peu, mais c'est même fait en deuxième intention. Hein. La première intention de beaucoup d'addictions, c'est les TCC, parce que on sait que c'est efficace. Hmm. Donc, c'est quoi comme type de TCC? Alors, pour ceux qui connaissent pas, les TCC, ça a été développé par Aarons dans les années 60-70. Il y a vraiment, ça s'est très bien développé parce que il a décidé de faire un système protocolaire répété par l'ensemble des praticiens de la méthode, ce qui a permis, au fur et à mesure, de développer complètement des feedbacks et des retours avec des infos, des datas. Il y a eu beaucoup, beaucoup de bases de données. Et vu que tout le monde faisait le même process, on a pu voir ce qui fonctionnait, fonctionnait pas. Il y a eu plusieurs générations de TCC. Toi, tu as étudié laquelle, plutôt basée sur thérapie des schémas, la 3e génération ou carrément la 4e actuellement avec mindfulness et tout ça? Eh bien, je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire que quand j'ai commencé la Tabaco il y a 10 ans, on était plutôt sur la 3e vague Ouais. et on parlait pas encore forcément de mindfulness. Et forcément, là, dans ma pratique, depuis 10 ans, eh ben, on travaille beaucoup là-dessus, effectivement. Ça glisse sur ça. Hmm. Mais, Et ouais. mais ce qui est cool, c'est parce qu'en fait, du coup, les TCC, tu vois, comme c'est validé scientifiquement, justement, dans l'arrêt, dans tous les protocoles HAS, c'est marqué que une des thérapies non médicamenteuses validées scientifiquement, par exemple pour l'arrêt du tabac, les thérapies cognitivo-comportementales, que c'est tout aussi efficace qu'un traitement. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que quand on est formé au TCC, on peut vous dire, oui, je ne fais pas n'importe quoi, c'est validé en plus par l'HAS. Donc, c'est vrai que ça apporte un autre angle de se dire, je ne suis pas obligée forcément de prendre un traitement, je peux aussi aller là-dessus. Ça, c'est un des gros plus. Moi, j'aime beaucoup la TCC. Il y a beaucoup de choses que j'ai retrouvées dans la TCC, notamment de la 3e et 4e génération, qui étaient je trouvais très proche de l'hypnose sur plein de choses, dans les manières de fonctionner, hormis des protocoles où il y a vraiment des éléments. J'avais même découvert la thérapie des schémas, donc de Jung, qui est une des personnes de la 3e génération, et j'avais fait une thérapie en thérapie des schémas pour voir un petit peu comment c'était fait. Franchement, c'est toujours, je trouve toujours la TCC hyper apaisant pour les patients de façon générale parce que tu sens que le praticien, il sait où il va parce qu'il y a des grilles. Tu as fait ça, tu poses ça comme question, tu vas déjà passer du temps à répondre à des trucs et au fur et à mesure, ça structure beaucoup. C'est très construit et donc leur modèle est particulièrement intéressant. Et là, les prescriptions de tâches sont intéressantes parce qu'elles permettent petit à petit de se dire, OK, j'avance step by step, petit à petit. Et pour les addictions et pour la clope, là on va parler un peu plus de clope, mais pour la clope, c'est vraiment cool de se dire, OK, il y a plein de façons de pouvoir arrêter la cigarette et dans les prescriptions de tâches et dans le travail même de la thérapie, je vais pouvoir avoir un chemin qui m'est propre et qui va me permettre petit à petit d'arrêter ou pour certains de vouloir arrêter d'un coup et de se maintenir dans le truc. Chacun va avoir son fonctionnement. Toi, là aujourd'hui, on va se recadrer sur le tabac, on viendra en deuxième partie à parler plutôt des autres addictions. Dans le tabac, toi, comment tu l'orientes, comment t'amènes? Tu parlais tout à l'heure de travail psychosocial. C'est ce vers quoi tu orientes les jeunes. Là, on va parler, on va dire la population plutôt jeune. Cette problématique qu'il y a avec fumer la garo ou shit avec les autres. Le côté soi-disant festif, le côté soi-disant relaxation avec les autres, le petit café-clope qui va permettre d'avoir un rapport social. Comment tu l'abordes, toi, en tant que professionnel? Ben, ça dépend à qui j'ai affaire, effectivement. Si je suis devant un groupe de jeunes où il peut y avoir potentiellement des fumeurs et des non-fumeurs. Parce que quand je fais ça, je suis toujours en atelier de groupe pour le développement des compétences psychosociales. Je vais vraiment axer effectivement que sur
gestion du stress. Je vais même pas forcément parfois parler du produit ou de la substance. Généralement, c'est basé sur 6 ateliers. Alors, effectivement, le premier atelier, je fais vraiment un atelier de connaissance des addictions. Je leur donne qu'est-ce que c'est une addiction, etc. Mais voilà, ça, c'est le premier atelier. Et après, je parle plus des substances. Je fais un atelier sur gestion du stress, régulation des émotions. Donc, j'explique qu'est-ce que c'est une émotion, qu'est-ce qui se cache derrière une émotion. Généralement, c'est un besoin non satisfait, etc. Donc, du coup, je leur demande, mais par exemple, si tu as besoin, si tu es en colère, tu as besoin de quoi derrière? C'est quoi ton besoin? Est-ce que toi, tu vas aller fumer une clope, justement, ou fumer un joint pour te calmer? En fait, qu'est-ce qu'il y avait derrière qui créait cette émotion plutôt que de faire la politique de l'autruche, etc. Donc, je travaille vachement là-dessus, sur gestion du stress, régulation des émotions, savoir communiquer. Parce que, en fait, souvent aussi, tu sais, la cigarette, c'est aussi, tiens, comment je peux accrocher quelqu'un pour me faire des amis, etc. Les phrases d'accroche, donc savoir communiquer avec l'autre. L'estime de soi, c'est hyper important. Estime de soi, confiance en soi. Parce que si j'ai confiance en moi, si je sais que j'ai une bonne estime de moi, j'ai pas besoin de me dire, tiens, j'ai besoin d'une cigarette pour intégrer ce groupe. Je suis capable d'intégrer ce groupe pour moi-même, en fait. Et ça, c'est voilà. Donc moi, je leur donne des bases là-dessus et je travaille sur quelles sont tes qualités, quelles sont tes compétences, comment tu peux faire pour gérer ton stress autrement. Et généralement, je leur donne jamais les solutions. C'est à eux de les trouver. On essaye de réfléchir ensemble et voir ce qu'ils peuvent mettre. Et donc, comme je les vois généralement donc sur 6 semaines, parce que je fais un atelier toutes les semaines, ça nous permet de voir qu'est-ce qu'ils ont mis en place, est-ce que ça fonctionne, tiens, ça fonctionne pas. Ok, on avait vu plein de choses pour réguler le stress. Tu étais parti, par exemple, sur des exercices de respiration, tu te rends compte que ça te convient pas. Ouais, pas de souci. Essaye de faire de l'activité physique. Peut-être que justement, tu as besoin donc, plutôt que de te dire, je me calme en respirant, tu as peut-être besoin d'évacuer. Va tester ça et voilà. Donc, en fait, pendant ces 6 semaines, ça nous permet de tester des choses, mettre en pratique. Ils me font des feedbacks. Ouais, ça a marché, ça n'a pas marché. Et généralement, au bout des 6 semaines, le but, c'est qu'ils aient trouvé ce qui fonctionne pour eux, justement. Parce que chaque personne est différente. C'est vrai que j'ai un groupe et ils se rendent bien compte que dans un groupe, on fonctionne tous différemment. Mais le but, c'est quels sont tes propres outils. Donc, en somme, la plupart du temps, tu vas pas nécessairement, comme tu disais, te baser sur le produit, sur la problématique produit. Tu fais une psychopédagogie au départ pour peut-être rappeler les substances addictives, les problématiques qu'il y a par rapport à ça, ce que ça peut créer dans le corps, l'ensemble des hormones qui sont créées, etc., etc. Et très vite, ça, tu le mets de côté parce que factuellement, on s'en fout. Là, je pense que aussi bien si vous êtes fumeur ou même si vous, qu'importe ce que vous fumez, on va dire, ou vous êtes thérapeute, les personnes, ça peut les intéresser de se dire, ah ok, donc c'est normal que parce que j'ai mon pic de ceci, allez, on va dire de la dopamine à ce moment-là, mais est-ce que c'est la clope ou est-ce que c'est le fait que les autres soient à côté de toi? C'est encore à définir, mais il y a quelque chose qui se passe et ça permet de rationaliser pour beaucoup de personnes, de se dire c'est bon, je ne suis pas fou, malade, idiot, stupide, incapable d'avoir de la volonté, etc. Ça permet de donner quand même une espèce de valorisation aussi scientifique, mais dans les faits, on s'en fout royalement. C'est-à-dire que ce n'est pas ça qui va permettre à quelqu'un. Ça serait si il suffisait d'expliquer tu fumes à cause de ça, il suffit que tu arrêtes de fumer en faisant que ça, que les gens le fassent. Donc, ça, c'est vraiment. C'est quoi? C'est ton premier jour, c'est un peu ça? C'est ce moment de psychopédagogie à ce moment-là? Ouais, c'est ça, exactement, tout à fait. Et après, je reviens une semaine après et voilà. Et généralement, mon deuxième atelier, je suis désolée, c'est le chat qui fait les bêtises à côté. J'ai raison. Mon deuxième atelier, en fait, généralement, il est sur besoin et émotion. Qu'est-ce qu'on mon besoin? Et je découle tout de suite que derrière mon besoin, il y a des émotions. Mon besoin qui est satisfait ou non satisfait me génère des émotions. D'accord. Et ça, c'est mon deuxième atelier. Et tu vois comment, par rapport à la population que tu touches le plus souvent, leur rapport à leurs propres émotions? Est-ce que tu as l'impression que tu as une population qui est sensible à leurs émotions ou au contraire plutôt coupée et que le mot besoin à ce moment-là a plus de sens que d'émotion?
Parce que beaucoup ont du mal à définir l'émotion. Par contre, dès que tu leur parles de besoin, ils disent ah mais non, j'ai envie de ça. Ou là, je suis énervé parce que. Ou il y a un besoin derrière qui arrivera plus à se définir. Toi, la population que tu as, comment elle définit? Tu la sens comment? Alors, même le besoin, c'est un peu compliqué pour eux, parce qu'ils ne se rendent pas compte. Donc, moi, je travaille beaucoup avec les jeunes en insertion et souvent, je leur dis, mais qu'est-ce que tu as besoin? Et souvent, ils me disent, j'ai besoin d'argent. Ouais, mais en fait, l'argent, pourquoi? En fait, derrière ce besoin d'argent, il y a un autre vrai besoin. Ton besoin d'argent, c'est un moyen d'accéder à un autre besoin. Non, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est ça qu'on essaye de démêler parce qu'en fait, ils arrivent même pas à dire, ben, quand je leur dis, mais par exemple, je te donne 1 million, là, qu'est-ce que tu fais avec ton million c'est quoi? Et ben souvent, ils se disent, voilà, je sais pas, je m'achète une grosse voiture, tu vois, ils arrivent même pas à savoir exactement. Donc, déjà, il faut clarifier quels sont tes besoins. Moi, j'ai un outil qui s'appelle les cartes des besoins, justement, où, je sais pas, il y a au moins une centaine de cartes et on les expose tous. Et je leur dis, OK, déjà, je les lis tous avec eux. Je dis, maintenant, je veux que vous me choisissiez 5 besoins qui vous semblent indispensables. Et donc, déjà, ils repartent avec ces 5 besoins. Ça les fait réfléchir sur qu'est-ce que c'est pour moi aujourd'hui mes besoins. Les plus gros besoins que tu vois, surtout en insertion, c'est quoi? C'est sécurité, reconnaissance? Ouais, ils ont besoin de sécurité, besoin de reconnaissance. Ils ont besoin aussi de se projeter. Justement, ils me disent besoin d'y voir clair, de se projeter, etc. Alors, bien sûr, ceux qui sont en prison, bah, ils me disent toujours qu'ils ont besoin de justice, ils ont besoin de liberté, ils ont besoin d'affection, mais parce qu'ils sont, en fait, c'est des gosses qui sont en prison. Moi, je bosse à la prison des mineurs, donc forcément, on se rend bien qu'il y a des choses qui sont défaillantes. D'accord. Et donc, à partir du moment où tu commences à voir, là, sur tes différents groupes, au bout de tes 6 semaines, qu'est-ce que tu observes? Tu vois qu'il y en a beaucoup qui ont cessé de cloper ou en tout cas, ils sont déjà dans une connaissance d'eux. Parce que là, c'est intéressant. En fait, tu es en train de faire un travail, alors j'aime plus ce mot-là, mais c'est un développement de la personne, de la connaissance de la personne, de soi-même. Tu trouves qu'il y a un avantage à ce moment-là de cette découverte d'eux et qu'ils arriveront peut-être pas à l'utiliser pour l'addiction qu'ils ont là, mais peut-être que tu sens qu'il y a une maturation ou une maturité qui se met en place par rapport à ça? Ouais, moi je trouve que dans leur raisonnement, déjà ils arrivent à analyser les choses. Ils sont moins justement, j'agis dans l'émotion. Parce que je leur dis souvent, quand tu agis dans l'émotion, c'est pas le bon truc, quoi. Donc, je leur explique, quand vous avez une émotion, prenez le temps d'accueillir l'émotion. On respire, on accepte notre émotion et après, on essaye de réfléchir à comment je vais faire. Trouver des solutions, justement. Donc ça, ils ont ce schéma-là et ça, c'est plutôt cool. Est-ce que ils arrêtent leur substance? Non, pas forcément, justement, parce que je pense qu'en 6 ateliers, même si c'est 6 semaines, c'est pas suffisant. Moi, je les vois, c'est 6 ateliers de 2 heures. Ça passe très, très vite, surtout que sur les 2 heures, ils ont une capacité d'attention qui n'est pas forcément 2 heures. Donc, on ne travaille pas 2 heures d'affilée. Mais je pense qu'ils repartent avec de la réflexion. Se dire, ouais, moi souvent ils me disent, madame, en fait, vous nous avez fait réfléchir à plein de choses. Maintenant, il faut que j'intègre le truc. Je fais, mais c'est exactement ce que je veux. Je t'en demande pas plus. Et justement, des fois, ils sont curieux de se dire, mais sur quel site internet je peux aller chercher ci ou ça? Et donc, je leur donne les ressources. Et c'est surtout, ouais, moi, je me dis, j'ai commencé à faire le travail, à eux de finir. Et s'ils le veulent, de toute façon, après, on sait bien qu'un adolescent, il fait son chemin par lui-même, ses expériences par lui-même, etc. Allez, on va prendre par l'absurde, mais la clope, comme le chichon, la coke, bon, les addictions, l'alcool même, est-ce que tu trouves que ça peut être aussi présenté comme un chemin de dev perso? C'est un chemin, c'est une quête à un moment donné pour mieux se connaître. Parce que là, dans ce que tu proposes, dans l'arrêt, je ne parle pas de la consommer, le fait de vouloir arrêter, de se dire au bout d'un moment, putain, là, il y a un truc qui déconne, ma vie, elle n'est pas OK quand j'ai trop bu, quand j'ai trop fumé ou j'aime pas ce que je ressens. Parce que là, moi, ce que tu proposes, j'ai l'impression que c'est vraiment un chemin qui permet une quête sur soi. Après, ils arrêteront pas, mais en tout cas, tu ouvres des options sur
cette notion-là et présenter la notion, par exemple, pour des personnes qui nous écoutent et qui se disent, bon, j'aimerais bien arrêter la clope, se dire, bon, c'est pas juste t'arrêtes la clope, c'est t'apprends à mieux te connaître, t'apprends à mieux te découvrir, t'accepter, comprendre ce que tu as derrière. Alors après, il y en a plein qui veulent pas rentrer dans une analyse profonde, donc on n'a pas forcément envie d'un principe psychique, mais est-ce que tu penses qu'on peut passer outre cette idée-là? Je parle vraiment dans toute la dynamique psychosociale et dans toute la dynamique psychique, de passer outre un petit peu cette analyse et cette écoute, ce cheminement à l'intérieur de soi. Non, on est obligé de le faire. De toute façon, moi, je leur explique que la dépendance à un produit, quel qu'il soit, en fait, c'est 3 dépendances. Tu as ta dépendance au produit, la chimie, on va dire. Tu as la dépendance comportementale, les habitudes, les réflexes de Pavlov qui s'installent. Je prends un café, j'allume une clope. Et tu as ta dépendance psychologique, toute la gestion de tes émotions qui passe par la cigarette, par exemple, ou une autre substance. Tu peux pas gérer une addiction si tu gères pas les 3 trucs. C'est pas possible. Donc, de toute façon, croire qu'on va prendre un traitement et ça va tout résoudre, ben non, parce que justement, tu oublies tout l'aspect comportemental et psychologique. Et donc, si tu ne fais pas l'analyse de tout ça, c'est pas possible. Donc, un ado, il est en pleine construction de lui-même. Si effectivement, il y a des gens, c'est inné chez eux, ils arrivent à bien gérer leurs émotions, etc. D'autres qui n'y arrivent pas et qui comprennent très vite que, tiens, par des produits, ils arrivent à gérer certaines émotions. Donc, c'est pour ça que plus tôt on agit chez le jeune sur le développement des compétences psychosociales, moins il va avoir besoin d'aller explorer ça par lui-même. Parce que il y a eu des expériences de fait, justement, je t'en parlais dans des collèges où il y a eu des programmes, c'est le programme qui s'appelle Unplug, où on a mis justement le développement des compétences psychosociales dans des classes de collège et on a comparé avec d'autres collèges pour voir ce qui se passait où on faisait rien. Eh bien, on arrive justement sans parler de produits, là pour le coup, juste en travaillant sur gestion du stress, des émotions, savoir communiquer, estime de soi, etc. On parle vraiment pas des produits. Et bien, on a remarqué que dans ces collèges-là, il y avait moins de cannabis, il y avait moins d'alcoolisation massive, parce qu'on ne parle pas d'alcoolodépendance encore, mais il y a moins d'alcoolisation massive, il y a moins de tabac, donc c'est hyper efficace. On sait que c'est un outil qui est hyper efficace. Et du coup, maintenant, il y a des modèles de développement des compétences psychosociales dès la maternelle. C'est le programme qui s'appelle Tina et Tony, où justement, on va dans la maternelle. Donc, vous voyez, on ne parle pas du tout du produit. Et dès tout petit, en fait, on leur dit, tiens, qu'est-ce que c'est l'estime de soi? Qu'est-ce que c'est justement la confiance en soi? Et plus on travaille tôt ça, plus on sait que le jeune n'aura peut-être pas besoin d'aller expérimenter ces substances pour savoir se trouver, savoir comment il est sous alcool, etc. Ouais, c'est intéressant. L'hypothèse est hyper intéressante, mais ce que tu disais, là, ouais, donc c'est vraiment cognitif comportemental à prendre en compte. Donc là, on est vraiment sur le truc de Beck, hein, Aaron Beck, donc TCC. On a Ellis aussi qui avait beaucoup travaillé sur cet élément-là, hein, l'émotivo-comportemental d'Ellis. C'est intéressant, là, en ce moment, je lis des trucs sur de la systémie. Et ils te disent beaucoup, attention, l'adolescence, c'est vraiment un moment où le cerveau de l'enfant, par rapport à l'ensemble du système familial et social, a besoin justement d'avoir des expériences parfois un peu folles pour au moins, à minima, expérimenter. Ce qui ne veut pas dire qu'il va continuer l'expérience, mais la notion de fumer une clope, c'est pas un problème. Tu peux fumer une clope, tu peux fumer un joint. Bon, après, il faut éviter de se foutre une seringue d'héros parce que c'est hyper addictif et que c'est problématique. Mais la notion, en plus de danger, ramène à une notion de, comme tu disais tout à l'heure, de temporalité au présent qui est hyper importante. Il n'y a pas de futur à ce moment-là. Et tout ça, c'est hyper important. Donc, c'est sûr que plus on dit, bon, l'expérience est une expérience, mais derrière, il faut voir pourquoi tu fais cette expérience-là. Est-ce que tu fumes ta première clope avec tes potes pour être dans le groupe de tes potes, ou tu prends ton rail de coke pour être en soirée plus fun avec tes potes, ou simplement parce que tu en as besoin pour autre chose? C'est pas du tout le même process. Et en même temps, c'est important de savoir pourquoi on est en train de mettre ça en place. Et je pense que c'est ça le plus. Ça n'empêchera pas forcément l'initiative de l'expérience,
parce que l'ado a besoin de ça, hein, de cette phase de transition vers l'adulte, fait qu'il y a un besoin de ressentir quelque chose qui est intense. Mais derrière, il y a plus de chances qu'il ne rentre pas dans un comportement addictif. Et là, on fera une différence entre l'expérientiel et l'addictif à ce moment-là. On dit de toute façon qu'il y a là aussi 3 facteurs qui font qu'on peut devenir dépendant. Il y a l'individu en lui-même, parce qu'il y a des facteurs génétiques, mais il y a aussi tout ce qui est justement des facteurs psychologiques. Donc, tu peux avoir l'estime de toi, etc. Donc, tu as l'individu en lui-même. Tu as le produit, parce qu'il y a des produits plus ou moins addictifs. Comme tu le disais, par exemple, l'héroïne, c'est hyper addictif. Le tabac, c'est quand même hyper addictif. L'alcool, ça l'est un peu moins, etc. Et tu as l'environnement. L'environnement qui peut être stressant, anxiogène. Tu peux avoir l'environnement aussi si tu es avec des copains fumeurs ou autres. Et donc, c'est un ensemble de ces 3 choses qui fait que tu peux devenir dépendant. Tu as l'individu, le produit, ton environnement. Et c'est pas parce que tu as des gènes qui favorisent la dépendance que tu vas obligatoirement devenir dépendant. Si à côté, tu as un environnement qui est plutôt safe, ça se passera très bien. Yes. On va s'arrêter là pour la première partie. Alors, où est-ce que les personnes peuvent prendre les infos? Moi, je les mettrai bien sûr dans la description, mais s'il y a 1 ou 2 éléments, endroits où les gens peuvent piocher du data et de l'information, ça serait quoi pour toi? Sur les addictions? Ouais, addiction de façon générale. Alors, je pense que tu as le site officiel sur Drogue Info Service où tu as toutes les drogues et puis tu as les conseils de réduction des risques, etc. En addicto, il faut savoir qu'on fait beaucoup de réduction des risques. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il faudrait qu'ils arrêtent de consommer, mais ça ne se passe pas comme ça souvent. Donc, c'est leur donner des conseils sur comment consommer à moindre risque. Et donc, ça se fait beaucoup en addicto. Donc, même sur le site officiel de Drogue Info Service, tu as tous les conseils de réduction des risques. Et tu as un site internet que je trouve plutôt bien fait, qui est Psychoactif, qui est un site qui est fait par des usagers justement de substances échappotées aussi par des patients experts, des addictos, où là justement tu peux apprendre plein de choses sur les addictions et notamment beaucoup en réduction des risques. Moi, je sais que j'ai appris beaucoup sur ce site internet parce que bien sûr, je suis pas au courant de tout ce qu'ils peuvent consommer parce qu'il y a des produits nouveaux qui arrivent tout le temps. Et je trouve ça hyper intéressant, c'est très riche. Donc, tu as le site officiel et tu as Psychoactif qui est très bien. Ok, top. Donc, et si les personnes veulent te joindre, ils le font quoi sur ton Instagram de star ou ton cabinet? Non, sur mon parce que j'ai pas de cabinet à moi en fait. Moi, je squatte les cabinets des autres. Donc oui, via Instagram. Via Instagram. Vas-y, tu peux redonner, je le mettrai. Hein. C'est Katie Addicto, c'est ça? C'est KettyDLS.addicto. .addicto. Ok, donc n'hésitez pas à contacter pour ceux qui regardent que cette première partie avec Katie, si elle a un peu le temps ce mois-ci ou même les mois suivants, on va peut-être faire même des lives ou en question-réponse, ça peut être intéressant. Je vais en reparler dans la deuxième partie, mais elle a fait déjà des lives c'était sur TikTok que je t'avais vu, j'avais trouvé que c'était top, on va en parler après. Et justement, si vous avez des questions, s'il y a des éléments qui peuvent vous aider ou vous intéresser, pour qu'on puisse après, moi, soit faire des MP3, soit créer du contenu, et puis comme ça, on aura des orientations qui sont intéressantes. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.